Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour notre premier webinaire Flash qui fait suite à la présentation qu'on vous a fait la semaine dernière sur les erreurs médicamenteuses comprendre et prévenir. Nous avons une demi-heure à passer ensemble sur broyer les médicaments, ce que je peux faire ou pas. Alors, je vais tout de suite vous raconter des petits points d'organisation. Donc, vous avez une question-réponse en haut à droite de votre bandeau sur lequel vous pouvez nous poser toutes les questions, nous proposer des thématiques, enfin voilà, interagir avec nous. Il y a Florian et Valérie qui sont derrière qui vont colliger vos questions. On y répondra à la fin. Le replay, le support et les liens vers les différents outils qui vous seront présentés aujourd'hui seront disponibles dans notre boîte à outils sur le site internet de l'ARS. Donc, sur Google, vous tapez erreurs médicamenteuses en ESMS ARS Hauts-de-France et vous tombez sur notre page et là vous verrez, c'est hyper instinctif, ce sont des onglets qui défilent. Donc on a une demi-heure ensemble sur broyer les médicaments, ce que je peux faire ou pas. On va d'abord vous expliquer qui on est et pourquoi on vous parle, quelle légitimité on a à vous raconter des choses. Et puis ensuite, nos structures, nos experts vont vous expliquer les enjeux et à partir d'une situation rencontrée, vont vous présenter des outils extrêmement pratiques. Ensuite, comme annoncé, on aura des questions-réponses et puis on vous donnera nos prochains rendez-vous et où vous pourrez retrouver nos différents outils. Donc, sans plus attendre, on va commencer par rentrer dans le vif du sujet. Qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes le réseau régional de vigilance et d'appui. C'est une structure qui est organisée par le DG d'ARS dans toutes les régions de France et qui regroupe tous les experts de vigilance et d'appui, comme son nom l'indique. Et le webinaire d'aujourd'hui a particulièrement été organisé par le Centre Anti-Poison, par l'Observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et des innovations thérapeutiques, et par la SRA, structure régionale d'appui, qui dans les Hauts-de-France est le réseau santé qualité risque. Il a été aussi travaillé avec les médecins qui vous accompagnent à la direction de l'offre médico-sociale. Donc sans plus attendre, je vais passer la main, hop, pour le webinaire Flash, broyer les médicaments, je peux ou pas, et on va avoir tout de suite la présentation de l'enjeu par Cynthia Choquet de l'Omédit. Oui, bonjour à tous. Donc, Cynthia Choquet, pharmacien en médite. Donc, le broyage. Pourquoi c'est un enjeu? Le simple fait d'écraser ou de couper un médicament, d'ouvrir une gélule, n'est pas un acte anodin. Ça implique une concertation entre un médecin, prescripteur, garant de la bonne posologie, le pharmacien, acteur de la dispensation, l'IDE de la bonne administration et l'aide-soignant ainsi que les personnes chargées d'assurer l'aide aux actes de la vie courante sur l'aide à la prise. Sur les questions clés autour du broyage, on va évoquer la question de faut-il garder le médicament qu'on veut broyer? Quelle est la capacité de la personne accompagnée? Quelle est la capacité de l'usager à pouvoir avaler? Parce que généralement, c'est lié à des troubles de déglutition, mais également à des troubles de comportement. Et surtout, quels sont les vecteurs, donc les aliments, les boissons qui pourraient être compatibles pour pouvoir en fait mélanger ces traitements broyés et permettre en fait la prise. Excusez-moi. Donc le broyage est un acte infirmier technique qui n'est pas délégable. Il doit être prescrit par le médecin. Au titre en fait de la réglementation, le médecin prescrit après examen du malade un médicament ou un principe actif pour une préparation par sa dénomination commune, sa posologie, son mode d'emploi et c'est à travers en fait ce terme de mode d'emploi comme on va en fait toucher au mode d'emploi, on va toucher en fait à la galénique du produit et donc le broyage doit être prescrit. Ce qui fait que le broyage doit être un acte qui n'est pas un geste banal, parce que ça peut être un acte à risque, et l'aide à la prise n'est possible que si le médicament a été mis dans un sachet, a été broyé au préalable et mis dans un sachet préparé par l'IDE et étiqueté selon les bonnes pratiques d'identito-vigilance. Donc vraiment, on insiste, c'est un acte qui va pouvoir modifier l'efficacité, la tolérance du médicament. Ça reste un acte à risque. Dans les idées reçues, on retrouve généralement sur le terrain ou dans les échanges le fait que voilà, tous les comprimés peuvent être écrasés, qu'un comprimé sécable est forcément broyable, que les gélules peuvent forcément être ouvertes. De même, bon, tous les médicaments peuvent être mélangés, ça va au même endroit. C'est du verbatim qu'on retrouve très régulièrement. L'idée est aujourd'hui de vous présenter
des situations que vous rencontrez, somme toute, dans les EHPAD, mais également dans vos structures handicap. Je vais laisser la parole à mes collègues de la SRA. Donc effectivement, pour illustrer les différents outils que Cynthia va vous présenter ensuite, nous allons partir d'un cas concret, un cas qui arrive assez fréquemment, hein, malheureusement, dans les établissements. Donc c'est l'histoire de Monsieur T, qui est résident de 81 ans, qui est polypathologique et qui vit dans un EHPAD. Il a des antécédents d'hypertension, de dyslipidémie, de diabète de type 1, une affection thyroïdienne et des troubles cognitifs. Son traitement habituel comprend de l'oxazépam, de la phésothérodine, simvastatine, lévothyrox, candesartan, lévémir et humalog. Ce monsieur, il reçoit par erreur, lors d'une tournée de distribution de médicaments effectuée par un aide-soignant, une panade qui contient les médicaments destinés à un autre usager. Donc effectivement, lors de la tournée du matin, l'aide-soignant chargé de la distribution des repas enrichis remet à Monsieur T, le résident de 81 ans, une panade, c'est-à-dire la préparation mixée qui facilite la prise alimentaire. Et cette préparation était en réalité destinée à un autre résident et contenait plusieurs médicaments, dont de l'apixaban, qui est le Likis, anticoagulant, du bisoprolol, bêta-bloquant, du létrozole, hormonothérapie, l'ercanidipine, un antihypertenseur. Parmi ces spécialités, il y en a certaines qui ne sont pas écrasables et certaines qui ne sont pas compatibles avec une alimentation. Donc l'erreur survient dans un environnement bruyant, avec des résidents qui sont déambulants et qui sollicitent l'aide-soignant lors de la distribution de ces médicaments, qui est seul en poste et qui délivre les médicaments directement au niveau de l'office du service. Je te redonne la main, Cynthia. Donc là, en fait, je vous fais le lien vers un outil. Oups, pardon, voilà, j'étais un peu trop vite, c'est celui d'après. En fait, le Médit Normandie, en partenariat avec la Société française de pharmacie clinique, a déjà développé depuis plusieurs années une liste des médicaments écrasables. Donc je vous invite, et vous aurez les liens dans la boîte à outils, à toujours consulter la version en fait en ligne. Vous la téléchargez, vous arrivez en fait directement sur un Excel. Et je vais prendre quelques minutes pour voilà, vous expliciter un peu le fonctionnement de cet outil, qui encore une fois est un outil contributif, c'est-à-dire si vous avez des points dans vos établissements sur lesquels vous avez des informations, vous pouvez tout à fait écrire à l'Homénite Normandie qui pourra positionner le médicament, le principe actif correspondant en plus. Donc sur cette première page, vous avez le lisez-moi avec les différentes légendes qui vont en fait que vous allez retrouver en termes d'icônes voilà, dans tout le tableur. Et on voit ici écrasement possible ou ne pas écraser, ouverture possible, ne pas ouvrir. On a également, généralement, on voit pas mal de cette icône prise avec de l'eau ou avec délitement possible, et surtout des jeux liés avec les prises alimentaires diverses. Donc toujours attention avec des jus acides ou des jus de pamplemousse. Mais également une chronologie à respecter, notamment après le broyage. Si on s'attarde sur le cas de Monsieur T, donc Monsieur T, il avait de l'apixaban, un anticoagulant. Donc ça fonctionne en fait en colonne de principe actif ou DCI, ici en forme galénique. Vous pouvez tout à fait utiliser en fait le mode filtre, mais attention parce qu'en fait, normalement tout est bloqué pour faire en sorte que les icônes ne fonctionnent pas, mais moi je préfère vraiment vous montrer d'y aller ligne par ligne. Donc désolé, je vais vous faire avoir un petit peu la nausée. L'apixaban que voilà. Et donc, c'est un médicament à risque, c'est un anticoagulant, un inhibiteur du facteur 10A. Et selon son RCP, eh ben, lui, il est potentiellement broyable. Et on a même la possibilité, en fait, de le prendre avec l'alimentation, une fois, en fait, écrasé, ouvert ou délité. On voit ici, à travers les icônes, qu'on peut tout à fait le prendre avec de l'eau, que ça a été évalué avec stabilité, avec du jus de fruits type jus d'orange. J'élimine, bien entendu, le jus de pamplemousse, qui est un inhibiteur enzymatique, et il faut éviter avec pas mal de médicaments le jus de pamplemousse car fort favorisant d'interactions médicamenteuses. On peut également le prendre dans de la compote ou du lait ou du yaourt. Si on continue
avec le bisoprolol, donc que vous retrouvez pareil très régulièrement. Et ben lui, par contre, on voit ici que le bisoprolol, c'est pas du tout recommandé de pouvoir l'écraser et qu'on a en plus une recommandation qui est de le prendre systématiquement le matin. De même, le létrozole. Donc le létrozole, c'est un produit d'hormonothérapie. C'est un anticancéreux par voie orale, mais qui va répondre en fait plutôt à la classe d'hormonothérapie. Mais pour autant, ce produit, alors il va falloir que je descende dessus, le voilà, il apparaît ici, inhibiteur de l'aromatase. Il ne faut pas le broyer et il ne faut pas le manipuler, le faire manipuler par les femmes, en envie de grossesse. Et enfin, le Lercan, l'ercanidipine, vous le retrouvez également ici, un petit peu plus haut, pareil, non écrasable, avec une recommandation qui est de pouvoir le prendre de préférence à jeun, 15 minutes avant les repas, et une alternative proposée selon les hôpitaux de Genève vers le Zanidip si on devait absolument trouver une solution de type écrasable. Donc, je vous invite vraiment à consulter en fait cette version de tableur est toujours en ligne, quasiment fréquence mensuelle. Si on prend d'autres exemples connus, bon, qui ne sont pas celui du cas de Monsieur Tella, vous voyez vigilance par exemple sur des scannants et actiscannants. Donc les actiscannants et sévrédol qui sont des formes rapides de morphine et inversement moscontin et scannant qui sont des formes libération prolongée, où le fait d'aller toucher à la galénique du produit va bien entendu entraîner des risques d'effets indésirables majeurs avec des libérations de principes actifs beaucoup plus conséquents, voire graves en termes de libération de produits. J'arrête le partage pour relaisser la parole à mes collègues pour la suite du cas. Oui, donc vous retrouverez sur les diapos, il y a des exemples qu'on vous a mis, donc vous retrouverez les exemples et vous retrouverez les liens actifs dans les supports et dans la boîte à outils qui vous sera représentée en fin de diaporama. Donc, quand on regarde la situation qui vient de vous être présentée, on peut s'apercevoir que oui, il y a un problème au niveau de l'administration du médicament et à l'écrasement de ces produits, mais vous avez d'autres facteurs contributifs qui ont abouti au problème et à l'événement indésirable qui vous a été présenté. Par exemple, au niveau institutionnel, vous avez eu l'organisation de la prise en charge médicamenteuse qui pose question, la répartition des tâches IDE, AS qui semble non sécurisée au niveau de l'équipe. Est-ce que la communication interprofessionnelle était existante ou pas? Était-elle suffisante? Est-ce qu'il y a un signalement spécifique des formes à ne pas broyer? Est-ce que vous étiez au courant? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui signalait que le médicament n'était pas à broyer? Au niveau de l'organisation et la culture, on peut se poser la question sur l'interruption des tâches avec des sollicitations simultanées qui font que l'agent en poste est dérangé dans sa façon de faire et donc peut commettre une erreur. Le professionnel, est-ce qu'il était au courant des médicaments écrasés? Est-ce qu'il savait quels étaient les médicaments qui étaient contenus dans la panade? Est-ce qu'il y avait une vérification de l'identité du patient ou du résident, de la personne accompagnée? Est-ce que ça, c'est un point essentiel et dans beaucoup d'événements indésirables, ce côté identito-vigilance ressort? Est-ce qu'au niveau de l'environnement du travail, il y avait du bruit, de l'interruption, de la déambulation? La personne accompagnée, le résident, l'usager, est-ce qu'il était clairement identifié ou pas? Est-ce qu'il était déambulant ou pas? Est-ce que les délégations de tâches étaient claires? Est-ce qu'il y avait une différenciation claire entre le circuit repas et le circuit médicament? Et au niveau de l'information de la technologie, est-ce qu'on avait une vraie traçabilité réelle en tenté de l'administration du médicament? Tout ça, c'est des facteurs contributifs à l'événement indésirable et on peut voir qu'il y a des barrières qui existent pour réduire le risque. Il y en a qui ont été fonctionnelles et d'autres qui ont été défaillantes. En barrière fonctionnelle, par exemple, il y a le signalement de l'événement indésirable qui a permis de mettre en place les actions nécessaires pour éviter qu'il y ait
événement plus important auprès du résident. On a appelé le médecin du centre antipoison pour avoir la conduite à tenir. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même important à mettre en avant. Par contre, il y a des barrières qui n'ont pas fonctionné. Le respect de la règle des 5 B, le bon usager, le bon médicament, la bonne dose, la bonne voie au bon moment. Est-ce que l'identification du résident était claire et connue? A priori, il y a eu inversion, donc il y avait peut-être un problème sur comment identifier le résident à ce moment-là. L'identification du résident par rapport à son plateau, le plateau était-il identifié? Comment on identifie la panade? Est-ce qu'il y avait une différenciation? La différenciation circuit-soins, circuit-alimentation n'était pas suffisante pour pouvoir faire une barrière réelle. Est-ce que les médicaments étaient préparés au plus près de la prise pour éviter l'événement indésirable? Donc, en fait, ça met en avant différents problèmes, la défaillance d'identité-vigilance, l'environnement organisationnel qui était défavorable au moment de l'événement indésirable et une manipulation inappropriée des médicaments non écrasables. Et donc, pour vous donner un rappel des bonnes pratiques, il faut vérifier systématiquement l'identité de l'usager avant toute administration. Alors, vous avez différentes solutions, hein. Vous avez le bracelet qui peut exister, mais vous avez aussi le trombinoscope. Et je vous rappelle qu'en termes de trombinoscope, il doit être actualisé et que vous devez avoir un vrai document qui dit que le résident ou la personne accompagnée est d'accord pour qu'on utilise son image dans ce cadre-là. Vous avez l'identification des médicaments jusqu'à la prise en charge et à la prise d'administration. Donc là, il faut vraiment qu'on puisse identifier le médicament et qu'on sache exactement ce qui est contenu dans la panade. Il faut préparer au plus près de la personne accompagnée le médicament. Et on vous rappelle, c'est une personne accompagnée, une préparation, une administration. Et donc, on met les médicaments écrasés dans une partie uniquement du bol alimentaire et pas dans la totalité de l'aliment pour être sûr de la bonne prise et de la quantité prise. Voilà. Donc, bien évidemment, le broyage entraîne des risques pour le médicament, pour le patient, mais également pour le soignant. En termes de risques pour le médicament, je voulais évoquer un petit peu plus tôt, le fait d'aller broyer des formes libération prolongée, type comprimé ou gélule, ou des formes retard, va entraîner une libération brutale des principes actifs. Ça va entraîner également des destructions d'enrobage gastro-résistant et de ce fait, on se retrouve avec un principe actif qui va être dénaturé, qui va être détruit en fait par l'acidité gastrique, alors que théoriquement, il est censé pouvoir tenir jusqu'à l'intestin. Les mélanges de broyats vont également entraîner des interactions, de l'instabilité et même un risque de contamination croisée. Le risque pour le patient, le risque pour le patient, c'est que on modifie la forme galénique du médicament, donc on va modifier sa tolérance, on va modifier son efficacité. Sa diapo suivante, pardon. Et donc, on va avoir des risques de surdosage pour une forme LP écrasée, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la partie moscontin et skénan LP. Donc un passage de principe actif qui va se retrouver dans le sang beaucoup trop rapidement, mais ça peut entraîner également une irritation des muqueuses buccales ou des muqueuses gastriques, hein, parce qu'on a des médicaments qui sont faits en termes de multicouches pour aller protéger ces muqueuses, je pense au Ducolas ou même au Fasamax. L'autre problématique, c'est le risque de perte de médicaments dans dans le contenant dans lequel on le broie et de ce fait entraîner également un sous-dosage. La dénaturation, donc j'en ai parlé tout à l'heure avec l'élimination de l'enrobage protecteur. Et puis il ne faut pas oublier l'impact des aliments comme les boissons type lait ou yaourt. On a des produits laitiers qui en fait viennent en interaction complète avec certaines classes médicamenteuses, je pense au fluoroquinolone notamment, mais il faut se méfier également de certains jus de fruits. Donc jus de pamplemousse, bon, vous le connaissez pour la plupart, mais certaines spécialités ne supportent pas non plus les jus acides tels que le jus d'orange, mais également les boissons type coca et même les boissons chaudes comme le café. Et dernier point, c'est l'importance des horaires de prise et l'importance des intervalles de prise. Comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le tableau, on a des médicaments où c'est extrêmement important de les prendre en dehors du repas, avant les repas ou à distance les uns des autres.
Les risques également pour les professionnels, bah, c'est votre risque en fait d'exposition cutanée dans la manière en fait dont vous allez broyer, heu, notamment avec, les écrases comprimées à vis où, on voit encore, dans certains établissements, le mortier pilon ou écrasé à la cuillère. Donc il y a une exposition cutanée, il y a une exposition respiratoire pour, vous, potentiellement aussi un risque allergique. Voire un risque toxique. Je pensais notamment aux anticancéreux oraux, maintenant qui sont présentés sous forme orale sèche, hein, il y en a de plus en plus, donc attention. Et un dernier point, c'est les troubles musculo-squelettiques qui vont être liés au matériel utilisé pour broyer. Et pour rappel, hein, c'est un acte, donc encore une fois, on vous le dit, c'est un acte qui est soumis à prescription avec une réalisation uniquement par, l'IDE. Donc derrière, on recherche, une prescription médicale qui va préciser à la ligne le médicament qui peut être broyé ou écrasé, donc c'est une décision médicale qui est indispensable et la première chose va être d'identifier des alternatives thérapeutiques. Est-ce qu'on a des solutions buvables avec, le même principe actif? Est-ce qu'on va pouvoir passer par une forme patch? Si c'est pas possible, est-ce qu'on peut passer sur un switch dans une même classe de médicaments? Dans tous les cas, écraser n'est pas un geste banal et on veut réserver l'écrasement aux cas sans alternative. Donc dans les bonnes pratiques, vous avez là, sur le côté droit, de la présentation, voilà les formes à ne pas écraser, hein, libération prolongée, microgranules, enrobés. Donc là, pour le coup, on pourrait ouvrir la gélule, mais surtout pas s'amuser à aller écraser les microgranules gastro-résistants. On a des comprimés multicouches, on a des comprimés gastro-résistants. Donc la première chose va être de vérifier si le médicament est écrasable. La deuxième est d'écraser au plus près de l'administration et comme on le disait, un médicament à la fois, un usager, un résident à la fois, avec un matériel adapté, voire un équipement de protection individuelle, à savoir blouse, gants, masque. Et si vous avez un broyeur réutilisable, bah, de nettoyer le matériel entre chaque usager. Donc là, vous trouvez un petit exemple de type de broyeur, qui est totalement, recommandé, qui va être en fait bon là, il y a du Toucan, il y a du Silent Night, où en fait vous avez, les comprimés qui vont être positionnés dans des sachets et qui, par le biais en fait des jeux de roulettes, vont limiter en plus les TMS et on n'est pas obligé là pour le coup de nettoyer entre chaque utilisation parce qu'en fait il n'y a pas de contact entre le produit et le broyeur. Au niveau de l'administration, donc, on va recommander un certain nombre de véhicules de vecteurs. Donc, la base, c'est toujours en fait, bah, l'eau gélifiée. Vous l'avez vu pour certains dans certains médicaments, ça va être possible également, de le mettre dans certains cas dans de la compote ou dans du yaourt et de mélanger en fait le médicament broyé et son vecteur au plus près de la prise effective, bah, comme je vous l'ai dit, pour limiter les interactions entre l'alimentation et le médicament qu'on a broyé. On évite les aliments acides ou chauds, on respecte les horaires d'intervalle de prise et surtout, on va tracer cette prise. Donc, en message clé de conclusion, avant d'écraser, vous posez toujours 3 questions. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est recommandé? Et est-ce que je le fais de façon sécurisée? Parce qu'encore une fois, l'écrasement, c'est en dernier recours, c'est jamais une routine. Et bien entendu, comme le cas présenté là, avant d'administrer, on s'assure de l'identité de la personne accompagnée. On applique la règle des 5 B, on applique le contrôle ultime de mon produit, mon patient, ma posologie. Donc, merci beaucoup Cynthia Choquet de l'Omédite, Natacha Montezin et Noël Vidal de nous avoir expliqué un petit peu le nœud du problème et puis comment le contourner, comment l'adapter. En tout cas, quelles sont les questions à se poser. Donc maintenant, vous allez nous présenter les outils. Évidemment, je vous ai remis le QR code pour pouvoir accéder à la boîte à outils, pour pouvoir tout récupérer dès demain. Donc vous retrouverez effectivement dans la boîte outils, alors c'est une brochure qu'on avait fait dans le cadre, en région, dans le cadre de la semaine sécurité patient, un atelier qu'on avait mené justement sur les broyables buvables en 2022. Toutes les ressources ont été actualisées avec les derniers liens utiles correspondants. Donc vous allez pouvoir les retrouver en ligne. Hop, je repasse dessus, ici. C'est en fait, c'est un recto verso, hein, et vous allez retrouver
l'équivalent du contenu de cette présentation, mais qui pourra tenir en poche pour vos différents soignants. Parmi les autres outils qu'on vous propose, l'actualité faisant, vous retrouverez sur la page Omédit Hauts-de-France les essentiels. Donc les essentiels, c'est des fiches très pratiques, très rapides, des situations à proscrire et des conduites à tenir. Et le tout dernier, essentiel numéro 3, on l'a dédié justement au broyage des médicaments, avec des situations qu'on retrouve encore, hein. Des broyeurs où on retrouve plusieurs médicaments broyés ensemble avec la difficulté de pouvoir le nettoyer. Donc vous retrouverez là les différentes informations. Et dans les outils présentés au-delà de l'outil vraiment qu'on recommande de Omédit Normandie SFPC, on a nos collègues de l'Omédit Centre Val-de-Loire qui ont réalisé, il y a de ça quelques années, en 2013, un module e-learning en ligne, couper, écraser, ouvrir une gélule. Et voilà, vous le retrouverez. Je vous invite vraiment à aller consulter. On peut le faire à peu près en une vingtaine de minutes et on a même des évaluations en fait d'acquis avant, après avec des cotations. Donc, il a été réactualisé là tout dernièrement, il y a à peine un mois. Merci Cynthia. Alors, on a reçu pas beaucoup de questions, ça devait être hyper clair. En tout cas, la plupart ont été répondues. Anne-Valérie Oui, Boitel. deux questions sur le délai maximum entre le broyage du médicament par l'infirmière et la prise du médicament. Et puis, ça se rejoint aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas une infirmière à temps plein. Mais ce sont des questions qui ont été posées en début de réunion et pour lesquelles on a eu en partie, on a eu les réponses Par Cynthia. par Cynthia en fin de réunion. Mais si Cynthia, vous voulez compléter. Donc, comme on vous disait, on essaie de broyer au plus près de la prise. Alors, il n'y a pas de règle à proprement parler, dans le sens où je ne peux pas vous donner une limite de temps, dans le sens où c'est vraiment propre à chaque DCI, à chaque spécialité, et même une DCI dans sa présentation galénique aura voilà, des réactions physico-chimiques qui vont être complètement, Il y a deux questions. propres à sa propre au produit. Mm. L'idéal étant de pouvoir voilà, broyer au plus près de la prise. Alors, bien évidemment, après, certains produits supportent la stabilité et lorsqu'on n'a pas d'IDE sur place, il est possible de broyer à l'avance, mais attention, vigilance, identifier le sachet au nom de votre patient et avec le produit correspondant. L'idéal étant quand même que ça soit voilà, que la personne qui a broyé, donc l'IDE, qui puisse administrer. Mais si ce n'est pas le cas, qu'elle puisse procéder à une identification du produit et de l'identification de la personne à qui c'est destiné. Et d'autres choses qu'on a pu voir en fait en établissement. Pour certains d'entre eux, sur la base en fait de la liste, on a vu dans des dotations des logos en fait ne pas broyer, en reprenant vraiment les logos de l'outil que je vous ai présenté, positionnés dans les dotations, ce qui faisait en fait un système d'alerte pour justement les soignants immédiats par rapport en fait au produit qui était fait. Dans tous les cas, vous consulter, en cas de doute, il vaut mieux quand même consulter le pharmacien en lien avec votre établissement. Alors, je vois qu'on a pas mal de questions à main levée, donc on ne peut pas prendre les questions à l'oral. N'hésitez pas à les mettre dans les questions-réponses. À nouveau, c'est en haut à droite de votre écran. Vous avez le petit QR qui apparaît. Si on n'a pas le temps, parce que malheureusement, il est déjà 58 et on vous avait promis une demi-heure, pas plus, donc ça va être un peu juste. Si on n'a pas le temps, je vais peut-être, en attendant de les récupérer, proposer au docteur Rémi Azouz, qui est dans la salle, qui est donc le médecin du centre anti-poison, qui travaille sur la collecte des erreurs et l'analyse des erreurs quand vous l'appelez, de nous faire un petit point sur... mais en fait, on peut travailler avec vous parce que vous remontez et que vous l'appelez. Donc, Rami, je te laisse 2 minutes pour nous faire un petit point là-dessus. Alors, très simplement, voilà, l'exemple qui vient de vous être présenté a permis de relever des choses en lien avec l'écrasement, le broyage, mais en lien avec la vigilance, avec l'organisation des soins. Et donc, c'est un cas typique de ce que la remontée du terrain permet de produire en termes de sensibilisation et formation. Voilà. Et donc, en regard de ça, en structure, normalement, dans la suite, là, vous avez compris que l'écrasement, c'est l'exception plutôt que la facilité.
Et donc, il y a peut-être un intérêt chez vous, chacun dans sa structure, à voir qui, parmi les personnes accompagnées, bénéficie de traitements écrasés, et ensuite de revoir cette liste de médicaments écrasés. Peuvent-ils être écrasés? Il existe une alternative. Et surtout, peut-on contacter les prescripteurs pour revoir les prescriptions de traitements écrasés ou non à l'avenir? Merci, docteur Azouz. Est-ce que, donc, on nous a demandé d'afficher le QR code, vous le retrouvez sur la page. Anne-Valérie, Florian, est-ce que vous avez des nouvelles questions particulières? Donc, surtout, vous n'hésitez pas, si vous avez même des questions, vous pouvez les envoyer sur notre boîte mail ARS, trait d'union, HDF comme Hauts-de-France, trait d'union, REVA, c'est RREVA, @ars.santé.fr, et on s'attachera à tout colliger et à remplir, soit par la foire aux questions dans la boîte à outils, soit pour les cas plus particuliers, les transférer à la bonne personne. Donc on vous donne rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir été super nombreux. J'espère qu'on a répondu à vos attentes. On prend tous vos commentaires, on vous prend toutes vos propositions de thèmes que vous souhaiteriez nous voir aborder. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire le 24 septembre 2026 de 14h30 à 15h. Et on vous parlera de tout ce qui est gestion de risque autour du rangement, des erreurs médicamenteuses autour du rangement et du stockage. Et puis pour le 24 novembre 2026, ce sera un webinaire entre chaque période de vacances scolaires. Là, on vous donnera le thème en mois de septembre. On va garder un peu de mystère. Et donc, à nouveau, sur la boîte à outils de l'ARS qui va s'améliorer au fur et à mesure des webinaires, au fur et à mesure de nos différents travaux. Elle est encore un petit peu timide, mais vous allez voir, ça va devenir très bien. On vous remercie beaucoup, Cynthia, Natacha et Noël, l'OMEDIT et le RSQR. On remercie beaucoup nos collègues médecins à la DOMS d'avoir travaillé cette présentation. Et n'hésitez pas donc à revenir vers vous avec vos questions, vos suggestions et autres. Merci, au revoir.